Donc, bonjour à toutes et à tous, ravie de vous accueillir, si nombreuses et nombreux ce matin. Moi, je suis Joséphine Boucher, je suis une des cofondatrices et directrice aujourd'hui de l'association Ticket for Change, dont la mission est de détecter, d'accompagner et de faire rayonner les pionniers du monde de demain pour un monde plus juste et plus durable. Et je suis membre de l'équipe cœur de Racine et c'est à ce titre que j'anime ce webinaire aujourd'hui. Je vois qu'on est plus de 70 dans le webinaire ce matin. Merci beaucoup pour votre confiance. Les derniers webinaires qu'on a suivis ces derniers mois, en septembre, il y a eu celui sur l'anti-guide de l'approche systémique avec Cyril Tassard. Il y a eu celui sur le programme Inventer demain de la Fondation de France en octobre et celui sur le cas pédagogique de l'ESSEC autour de la révision d'une stratégie de la Fondation De Groove Petercam le mois dernier. Alors, le mode webinaire de Zoom ne permet pas aux participants de voir qui est présent, donc c'est pour ça qu'on vous a invité à vous présenter succinctement dans le chat. Merci beaucoup à celles et ceux qui l'ont fait. Avant de commencer, je vous rappelle rapidement ce que c'est que Racine et l'intention de ces webinaires. Donc, ce webinaire ce matin, pour les habitués, vous le savez, et pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, est organisé dans le cadre de l'initiative Racine. Donc, c'est une initiative collective qui est portée par un groupe d'acteurs d'horizons complémentaires. Le dénominateur commun, ce qui nous ressemble, c'est vraiment la volonté de faire évoluer nos propres pratiques, ainsi que celles du secteur de l'innovation sociale en général sur la question du financement du changement systémique. Donc, vous voyez à l'écran toutes les organisations qui font partie de cette équipe cœur, Ashoka, la Fondation Bettencourt-Scheuller, la Fondation Crédit Mutuelle Alliance Fédérale, Entreprendre et Plus, la Fondation Entreprendre, l'ESSEC, la Fondation de France, la Fondation Massif, Porticus, Ticket for Change, et j'espère que je n'en ai pas oublié. Ça a l'air bon. Dans le cadre de ce collectif, on mène trois grands types d'actions. Des actions de sensibilisation comme ce webinaire, des actions de recherche. On a mené des études quantitatives avec l'Observatoire de la philanthropie de la Fondation de France, qualitatives avec l'ESSEC. On a soutenu des travaux de recherche-action comme ceux de Cyril Tassard autour de l'approche systémique à destination des porteurs de projets associatifs. Et le troisième volet après la sensibilisation et la recherche, c'est la formation, afin d'être au plus près des acteurs de la philanthropie qui souhaitent déployer l'approche systémique dans leur pratique, dans leur quotidien. On a monté un parcours qui était intitulé Philanthropie systémique à destination des professionnels et des administrateurs, administratrices des fonds et fondations distributives. Il y a une première promotion qui a suivi ce parcours apprenant l'année dernière. Donc, c'était 19 participants issus de 13 organisations. Il y a une nouvelle promotion de 12 participants qui démarre à l'année prochaine. Alors, normalement, les inscriptions sont closes, mais si jamais il y a des personnes qui entendent parler pour la première fois de ce parcours et qui sont super intéressées, on vous invite à nous écrire à l'issue de ce webinaire. Pour découvrir l'ensemble des actions, je vous invite aussi à consulter notre site internet, la page LinkedIn. C'est vraiment là-dessus que vous allez retrouver toutes les dernières informations. Alors, normalement, avant de commencer, on devait vous partager un petit peu ce qui sort du sondage de tout à l'heure, mais j'ai l'impression qu'on a un petit problème technique avec Amélia qui nous aide dans le back-office, donc j'espère qu'on pourra vous partager les résultats juste après. Ce que je vous propose, c'est de rentrer dans le vif du sujet. On vous partagera les résultats après. Amélia, j'espère que ça va. Euh, le thème du jour, c'est quelle place pour les premiers et premières concernés. C'est un sujet qui nous a semblé essentiel d'aborder cette année dans le fil des webinaires et avec les intervenants qu'on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui. Ça part d'un constat. On parle beaucoup, en tout cas de plus en plus, de ce sujet, de ce mot, de ce terme, de cette notion, de ces personnes, des premiers concernés. Mais c'était important pour nous de ne pas réduire voilà, les premiers concernés à de la simple consultation, mais vraiment réussir à penser, co-construire, déployer des approches avec et pour les premiers et premières concernés qui soient différentes de
peut-être de ce qui se fait jusqu'à présent. Ce thème, ça part aussi d'un parti pris fort, d'une conviction très forte qu'on a. Pour nous, c'est une condition absolument nécessaire pour espérer provoquer un changement vraiment durable et vraiment systémique. Cette thématique, elle part aussi d'une question de fond. Ça pose la question clé de la reconnaissance des savoirs expérientiels des premières concernés comme un socle fondamental de l'approche systémique et d'une relation de confiance entre les philanthropes et les associations. On va en parler ce matin. Et puis cette thématique, elle est aussi le reflet d'un espoir pour nous. C'est là-dessus qu'on a fini la préparation tous les quatre de ce webinaire. Pour nous, c'est essentiel de poser cette question pour penser de vrais changements structurels et systémiques. Ça donne plein d'espoir voilà, sur ce qu'on pourrait espérer comme relation avec ces premières concernés et puis ces relations entre les philanthropes et les associations. Ça laisse la place à une forme d'audace, d'une certaine façon. On va pareil en parler et un engagement vraiment profond pour imaginer des façons de faire qui soient différentes et qui permettent d'incarner ce monde plus inclusif qu'on appelle tous de nos voeux. Alors, on a la chance d'avoir deux intervenants avec nous, Charlotte Delobel et Ashraf Manar, que je vais présenter très très rapidement, juste pour vous dire le déroulé pour ceux qui connaissent. Là, on a ce petit temps d'introduction. Ensuite, on va avoir une conversation d'à peu près 1 heure sur les grandes. Moi, je vais lancer les grands thèmes, les grandes questions qu'on a identifiées ensemble, et puis ce sera une discussion. Une discussion surtout entre Charlotte et Ashraf suite voilà, aux questions que vous nous avez transmises en amont et qu'on a identifiées comme étant clés. Et puis surtout, après, on laissera la place aux échanges avec vous et à enfin, laisser la place à vos questions. Il y a une petite fenêtre questions-réponses que vous voyez tous en bas et c'est là-dessus qu'on vous invite vraiment à poser vos questions tout au long de l'échange. On les triera au fur et à mesure et on les abordera dans la troisième partie de ce webinaire. Alors, je présente rapidement nos intervenants du jour. Donc, Charlotte Delobel et Ashraf Manar. Charlotte, elle dirige le bureau français de Porticus, qui est une fondation familiale internationale au service de la justice sociale et de la dignité humaine. Elle est également senior programme manager pour la thématique People on the Move, sur la thématique des migrations. Fondée sur le respect des droits humains, elle contribue activement au déploiement de la stratégie européenne sur des questions de vitalité démocratique en Europe, en particulier à travers l'initiative de création d'une fondation pour la démocratie en France, portant ce sujet de la démocratie comme un sujet transversal à tout engagement philanthropique et celui de la participation des premiers et premières concernés jusque dans la gouvernance même de la fondation. Elle nous en dira plus juste après. Merci beaucoup Charlotte d'être avec nous ce matin. Et Charlotte, elle fait aussi partie de l'équipe Cœur Racine. Et Ashraf Manar, il est cofondateur de Destin Lié, une association qui mobilise des jeunes qui sont touchés par les inégalités sociales et écologiques pour bâtir justement une société plus juste et plus durable. Il est également associé à la European Climate Foundation. Il conjugue vraiment son engagement pour la justice sociale et pour l'action climatique. Son parcours passionnant est marqué par le fil rouge de l'entraide et il nous en dira plus dans quelques secondes. Merci infiniment Charlotte et Ashraf d'être avec nous ce matin. En préparant cette session ensemble, on a identifié donc trois grands thèmes sur lesquels je vais lancer les questions, la conversation. Euh, voilà, le premier, c'est vraiment de définir et de clarifier de quoi on parle. On a passé beaucoup de temps voilà, à vouloir poser un peu les termes et le cadre aussi voilà, de ce dont on parle ce matin avec plein d'exemples. Ça va être super riche. Un deuxième temps plutôt autour de pourquoi en fait ce sujet il est essentiel pour nous, pourquoi c'est important cette question de la place des premières concernés. Et puis ensuite, on aura un troisième temps sur comment concrètement on fait pour trouver cette juste place, comment est-ce qu'on peut agir concrètement avec, pareil, plein d'exemples de ce qu'on peut euh, commencer à mettre en place. C'est parti. Ashraf, Charlotte, est-ce qu'on peut tout de suite ouvrir cette conversation avec cette première question de définir en fait de quoi est-ce qu'on parle et notamment comment expliquer cette différence, parfois cette confusion qui peut exister entre bénéficiaires et premiers concernés.
C'était important pour nous de revenir là-dessus et je vais laisser Ashraf commencer. À toi, Ashraf. Allez, merci beaucoup déjà pour l'invitation. Merci à toutes celles et... Ah, j'ai un problème de vidéo. Non, ça marche. Oui, oui, c'est bon. Merci d'avoir rejoint aussi nombreux ce matin. J'espère que vous êtes bien calés avec un café pour suivre ce webinaire. Sur la définition de premier concerné et la différence avec bénéficiaire, peut-être vous dire déjà, moi, d'où je parle. Moi, je suis né en quartier populaire à Bordeaux. Je suis issu d'une famille franco-marocaine, donc il y a aussi cette histoire de l'immigration post-coloniale dans ma famille. Et puis, quand on a grandi en quartier populaire, mon père avait la compréhension aiguë que le fait de vivre dans un endroit, un habitat dense en quartier populaire, c'était se réduire beaucoup de chances d'émancipation, etc. Parce que lui-même avait grandi dans cet espace-là au Maroc. Et donc très tôt, il a voulu qu'on bouge de cet endroit et on a déménagé en milieu rural, donc en plein milieu de l'Auvergne, sans qu'il puisse se dire que les conditions aussi en milieu rural étaient compliquées. Donc, c'est encore un autre pan de complexité, on va dire, dans mon histoire. Donc, j'ai un peu ce profil bizarre, à la fois connaissance que c'est la vie en quartier populaire et à la fois en milieu rural qui n'a complètement rien à voir. Et petit à petit, en fait, avec l'engagement, j'ai aussi complexifié cette approche en découvrant d'autres groupes sociaux qui étaient en difficulté, notamment des jeunes qui sont mineurs isolés, qui habitent dans des squats, etc., comme les jeunes d'école pour tous, que Porticus aussi a soutenu et dont on parlera peut-être. Les jeunes issus de l'aide sociale à l'enfance aussi, avec un autre collectif ami qui s'appelle Repère. Voilà, il y a plein d'associations comme ça qui commencent à émerger portés par des jeunes qui subissent des inégalités et qui représentent une variété de difficultés qui sont très différentes. Et donc, petit à petit, lorsqu'on a évolué entre ces collectifs amis, et j'en viens du coup à la réponse sur les premiers concernés, ce dont on s'est aperçu, c'est que, en fait, le monde de l'entreprise, par exemple, en tant que tel, est déjà un monde compliqué parce que y rentrer, c'est compliqué. Et pouvoir s'y exprimer en tant que personne qui subissent des inégalités, c'est très dur. Euh, le monde des associations est d'une certaine manière un peu structuré de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes, du coup, qui ne subissent pas forcément des inégalités structurelles, qui sont les salariés de ces associations. Et donc, celles et ceux qu'on appelle premiers concernés, et j'en viens à la définition juste après, sont de l'autre côté, sont des bénéficiaires. Euh, donc je disais, et c'était mon expérience aussi, c'est que beaucoup d'associations, du coup, proposaient des programmes pour ces groupes sociaux-là sans les impliquer du tout, c'est-à-dire ils sont en bout de chaîne, ils reçoivent le service d'une certaine manière, mais n'ont aucun moyen d'avoir un poids ou une marge de manœuvre dans les décisions de ces structures-là. Donc, la différence pour moi entre un bénéficiaire et un premier concerné, et ça fait toute la différence, c'est qu'un bénéficiaire n'a aucun levier d'action sur l'organisation. Et quand je dis ça, par exemple, être consulté, ce n'est pas avoir un levier d'action dans l'organisation. Parce que si l'orga décide d'aller à droite et que les consultés décident d'aller à gauche, l'orga va aller à droite au final. Donc, bénéficiaires, c'est des personnes qui subissent ces inégalités-là, mais qui n'ont aucun moyen d'action, aucun levier d'action, aucun pouvoir sur les décisions de l'organisation. Premier concerné, il y a deux échelons. Dans des organisations qu'ils ne pilotent pas eux-mêmes, ben, c'est avoir une partie de la décision, et c'est ça l'aspect central. Et dans le meilleur des cas, c'est pouvoir piloter eux-mêmes, par eux-mêmes et pour eux-mêmes l'organisation. Et c'est ce qu'on fait notamment avec Destin Lié, avec École pour tous, avec Repère, c'est de porter nous-mêmes nos propres organisations pour pouvoir être en capacité de définir ce dont on a besoin et de mettre en place ce dont on a besoin avec les ressources dont on a besoin. Et je finis juste par cette distinction parce qu'elle est importante. On a travaillé notamment du coup avec le soutien de Porticus et avec un sociologue extraordinaire qui s'appelle Marwan Mohamed sur une catégorisation un peu plus précise des premiers concernés. Et on a défini du coup plusieurs groupes ce qu'il soulevait, Marwan, c'était le fait qu'il y avait des premiers concernés qui étaient vulnérables, c'est-à-dire un premier groupe qui subit des inégalités, qui continue de les subir, et dont les conditions matérielles d'existence et de dignité sont remises en question. Ça, c'est un premier groupe, les premiers concernés vulnérables, et ça demande un soutien spécifique. Il y a un deuxième groupe que sont les premiers concernés stabilisés, c'est-à-dire ceux qui ont une histoire commune avec le premier groupe, mais qui ne subissent plus forcément directement
ces inégalités-là ou dont les conditions matérielles d'existence et de dignité ne sont plus à ce point remises en question. Et donc qui, grâce à leur stabilité, peuvent mettre des choses en place aussi que le premier groupe n'est pas en capacité de faire au vu de sa condition d'urgence. Et il y a un troisième groupe, que sont les alliés, c'est-à-dire celles et ceux qui n'ont pas l'histoire commune, le vécu commun avec les deux premiers groupes, mais qui ont des valeurs communes, qui ont envie de tirer dans le même sens, et qui, du coup, se doivent de faire une place à ces deux premiers groupes. Voilà, ça c'est les trois groupes qui nous semblent importants de distinguer dans les organisations pour vraiment essayer de trouver au mieux la place de chacun et chacune. Et bon, il y a les adversaires, mais je ne les compte pas là-dedans. Je pense qu'ils sont un peu plus loin de cette conversation. Donc voilà, c'est un peu les premières définitions que je peux donner ce matin. Merci Ashraf, super clair et très inspirant. Dans la préparation, on avait aussi évoqué le community organizing, donc cette méthode d'action collective qui mobilise les membres d'une communauté autour de, voilà, de préoccupations communes pour justement ben, obtenir ces changements sociaux, économiques, politiques, démocratiques selon le contexte. Ça s'est développé principalement, je crois, aux États-Unis et on a évoqué aussi à quel point c'était ben, là super intéressant dans le contexte et à quel point ça avait besoin aussi d'être adapté au contexte européen. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Et Charlotte aussi avait des choses à partager là-dessus. Ouais, complètement. En quelques mots, cette culture un peu d'organisation collective, bon, déjà, ne nous vient pas de nulle part. On a été formé par une organisation qui s'appelle le Next Level en France. Euh, l'idée, l'idée principale qui est importante, je pense, de retenir, c'est de dire les communautés de premiers concernés, comme je viens de vous les définir, elles ont des ressources déjà qui leur permettent de s'engager. La question, c'est que souvent, ce qui manque, c'est le soutien. Donc, sur l'organisation collective, la première étape, c'est de mettre ensemble ces gens-là et d'avoir une discussion collective sur quels sont nos problèmes urgents communs et quelles sont nos premières ressources communes pour commencer à les résoudre d'une certaine manière. Et puis aussi de quelles ressources on manque. Mais c'est de se dire, la communauté, en premier lieu, décide, identifie quels sont ses besoins urgents, décide, se forme, se connecte, se rencontre, se solidifie, et puis ensuite pour porter des demandes collectives et s'organise pour créer du pouvoir pour ça. C'est vraiment ça la première étape. Donc, il faut l'imaginer. Je vous donne juste un exemple pour que ce soit plus concret pour vous. Si jamais on parle des étudiants précaires, par exemple, la première étape de l'organisation collective, c'est une campagne d'écoute pour aller écouter ces communautés-là, aller faire des porte-à-porte dans les crous, etc., pour écouter quels sont les besoins urgents, et puis ensuite de rassembler cette communauté-là pour lui faire comprendre qu'elle a des ressources, qu'il lui en manque, mais qu'elle en a aussi, et de s'organiser autour de ces ressources-là pour créer le pouvoir dont on a besoin. Voilà, en quelques mots, c'est ça. Et très curieux aussi des questions, si vous en avez à ce sujet-là, on peut creuser dans une deuxième partie avec grand plaisir. Peut-être en introduction sur les points qui vont suivre et compléter ce que Ashraf disait du point de vue fondation. Le community organizing, pour nous, ça a été donc une découverte profonde grâce aux partenaires qui nous l'ont fait découvrir et qui nous en ont montré la puissance. Mais juste pour dire que c'est une méthodologie de travail qui nous permet deux choses dans le secteur philanthropique. La première, c'est de sortir des silos et de dire, bah non, nous, notre fondation, elle finance des projets dans l'éducation, dans le droit des femmes, enfin, que sais-je. En fait, le community organizing, c'est pas une thématique, c'est une façon de travailler, c'est une façon d'avancer. Donc ça, c'est quelque chose qui peut tous nous regrouper de façon encore transversale. Et la deuxième des choses, c'est que le community organizing nous permet de sortir de cette discussion de silo, qui est toujours un peu compliquée, euh, et surtout nous permet de travailler différemment. Et on va l'aborder dans les points suivants, mais l'idée, c'est de changer de posture radicalement vis-à-vis des associations avec lesquelles on discute. Et donc, c'est aussi nous remettre en question sur un certain nombre de pratiques qu'on a pu mettre en place et qui s'avèrent relativement inopérantes, voire qui se présentent comme des obstacles aux activités mêmes des associations. On en dira plus dans quelques secondes. Merci. Si, merci à tous les deux. Effectivement, je vous propose qu'on passe tout de suite à la deuxième grosse question qui nous a animés, qui est clé. Pourquoi, en fait, c'est important?
cette question de la place des premiers, premières concernés. Pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on fait un webinaire là-dessus? Et là, votre regard à tous les deux, d'où vous parlez tous les deux et la relation qu'il y a aussi entre vos organisations va être super précieuse. Voilà, pourquoi est-ce que c'est important? Je ne sais pas qui veut commencer, de vous deux. Ouais, mais je peux commencer, sans souci. Pourquoi c'est important d'impliquer les premiers concernés? Ben, moi, juste pour faire réfléchir à la salle, j'aimerais poser la question inverse, c'est-à-dire qu'est-ce qui justifie de ne pas les impliquer? Je pense que c'est une question importante. Beaucoup d'organisations n'en sont pas encore là, mais à mon sens, c'est une question importante. Pour vous donner juste des exemples concrets, nous, on s'est engagé sur des questions d'inégalité dans l'éducation depuis 7 ans. On était en lien, on n'avait pas notre organisation en tant que telle, donc on n'était pas indépendant. Et du coup, forcément, lorsqu'on voulait adresser un certain type de sujet euh, qui était en dehors des cadres dans lesquels on était, ça posait problème. Donc, en fait, nous, on a rencontré Porticus à un moment où on était vraiment dans le trou, où on avait mis 6 ans de nos efforts dans des actions et où, du coup, on n'avait plus la marge de manœuvre dont on avait besoin. Et justement, en rencontrant Lucie Cormand, qui était à Porticus notamment avant, il y a eu une action qui a tout changé pour nous. C'est que Porticus, via Lucie, et puis ensuite via Charlotte, via Inga, a pris la décision de miser sur nous euh, en nous faisant confiance. Ce qui peut paraître banal et assez premier degré, mais en fait, ça a tout changé parce que la conversation était il se rendait bien compte, elle pour le coup, se rendait bien compte que on était vraiment efficace dans le travail, dans ce qu'on pouvait porter, que ça avait du sens parce que c'était porté par nos voix, etc. Mais qu'il nous manquait des ressources pour bien faire ce qu'on devait faire en fait. Et donc on a pu monter cette organisation, donc Destin Lié, avec un appui au départ, avec une relation de confiance. C'est comme ça qu'on a noué des liens avec Porticus, et ça a continué. C'est pour ça que tu parlais, Joséphine, d'espoir. Il y a déjà des exemples qui sont des bons exemples. Porticus en est un, évidemment. Là, par exemple, on est en train de travailler aussi avec la Fondation de France sur l'étape d'après cette étape-là, c'est-à-dire comment on peut faire en sorte que les premiers concernés ne soient plus juste consultés. Ça, déjà, il y a l'étape 0, c'est bénéficiaire. L'étape 1, c'est le fait d'être consulté. Il y a une troisième étape qui est être associé à la prise de décision. C'est encore autre chose. Il y a une quatrième étape qui est la co-conception même des programmes. Donc, on n'est plus rien que sur du projet, on est sur du processus. Et ça, je pense que c'est important à avoir en tête. Soutenir sur du projet, c'est super important. Soutenir sur du processus et le porter ensemble, c'est encore un autre niveau et c'est encore mieux. Et il y a le dernier niveau qui est confiance et octroi de ressources flexibles. En ayant la conviction profonde que les premiers concernés sont ceux qui maîtrisent le mieux leur sujet, ils ont une expérience et des compétences de leur expérience vécue, et c'est important de la soulever, et donc ils sont les plus à même de soutenir ce travail-là sur le terrain. Et donc là, ce qu'on est en train de travailler avec notamment la Fondation de France, c'est de pouvoir monter le premier fonds participatif soutenu par et pour les premiers concernés. Donc, l'idée pour vous dire, et c'est pour ça, là, c'est encore un niveau encore supérieur, et moi, je pense que c'est le bon niveau de participation, c'est de dire, ben, montons notre propre fonds, allons lever des fonds ensemble et on les pilote nous-mêmes librement parce qu'il y a il y a la conviction au départ que nous sommes les mieux placés pour identifier les projets à soutenir, savoir la manière avec laquelle il faut les soutenir, etc., etc. Donc on est en train de travailler sur ça, notamment parce que, bon, c'est dans le nom Destin Lié, mais moi j'ai quand même la conviction, et c'est ce qu'on a eu avec tous les cofondateurs et cofondatrices de l'orga, c'est qu'on est en train de nous fracturer entre premiers concernés. C'est un sujet vraiment compliqué parce que ces différents groupes-là, souvent, ce qui leur manque, c'est un espace commun. Parce que notamment, et il faut l'adresser, l'extrême droite vient nous fracturer sur des questions très compliquées. Je donne un exemple, quartier populaire et milieux ruraux. Moi, il s'avère que j'ai grandi et habité dans les deux, donc je vois quels sont les points communs. Et pour autant, lorsque maintenant, là, je vous dis quartier populaire et milieux ruraux, vous voyez Mars et Saturne, quoi. C'est-à-dire deux mondes, deux univers qui ne peuvent pas se parler. Nous, notre thèse, c'est de se dire, si jamais nous-mêmes, nous montons un espace dans lequel ces groupes-là peuvent se parler et peuvent être soutenus en commun et porter des campagnes communes et porter des actions communes,
alors on va pouvoir trouver du commun. Et ça, par exemple, je vous donne juste un exemple de toutes les externalités positives que ça a, juste d'avoir ce biais de confiance, c'est que du coup, vu on est en train de monter cette infrastructure, il y a d'autres outils qu'on peut coller à ça qui changent tout. Et par exemple, on est en train de travailler sur le fait d'accoler à ce travail-là une étude sociologique portée encore une fois par Marwan Mohamed, parce que pourquoi changer une équipe qui gagne, mais pour analyser justement quelles sont les différences, les préjugés et les points communs, ce qui fait du commun entre ces différents groupes sociaux de premiers concernés. Voilà pourquoi c'est important. En fait, ça change tout, et y compris lorsque des groupes de premiers concernés sont soutenus structurellement, ce que ça fait, c'est quand on a la capacité de recruter des gens, bah, on recrute parmi les premiers concernés. Et je finis juste peut-être par ça, Joséphine, parce que je pense que c'est un point important. Moi, il y a un sujet qui me travaille beaucoup, sur lequel je creuse beaucoup, c'est la question de la subalternité, les subalternes. C'est un concept qui peut gratter les oreilles, mais juste pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit, je vous disais que les premiers concernés étaient fragmentés entre eux. Il y a des chercheurs et des intellectuels, Gramsci, Gayatri Spivak, qui montrent que ces groupes de premiers concernés-là, en fait, ils partagent une condition, celle de la subalternité. Ce sont des subalternes, et que ce qui est leur point commun, c'est qu'ils n'ont pas de pouvoir d'énonciation, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de place où pouvoir prendre leurs décisions et s'exprimer. Et quand je dis s'exprimer, c'est s'exprimer d'une façon large. Ce n'est pas le cas dans les entreprises, c'est très 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 peu le cas dans le monde associatif et l'ESS. C'est évidemment pas du tout le cas dans le monde politique. Et pour vous dire même, j'intervenais chez Netflix il y a 2 semaines, c'est sur cette question, c'est même pas le cas dans le monde culturel. Donc c'est pour ça qu'il y a un vrai enjeu qu'au moins dans le monde associatif et philanthropique, les premiers concernés puissent être soutenus pour avoir leur propre pouvoir de dénonciation. Parce que sinon, ça détruit leur pouvoir de subsistance. Moins on a de pouvoir de dénonciation, moins on a de pouvoir de subsistance. C'est pour ça que c'est central, c'est pas juste du sociétal, quoi. Merci, Merci. merci Ashraf. Pardon, j'allais enchaîner Joséphine. Vas-y, c'est parfait. À toi, Charlotte. Merci beaucoup, Ashraf. Euh, Peut-être partager avec vous quel a été notre chemin chez Porticus et au sein de l'équipe. Euh, Nous, et c'est la raison pour laquelle on est dans le collectif Racine, c'est qu'on soutient depuis toujours, et peut-être sans l'avoir conceptualisé du tout, même au début, cette approche systémique. Donc, ce rapport qui est différent, me semble-t-il, avec les partenaires financiers lorsqu'on les finance de façon structurelle, de façon flexible, lorsqu'on les fait confiance. Donc, on appelle tous ces principes les principes de la Trust-Based Philanthropy, donc la philanthropie basée sur la confiance. Et le fait d'accoler à un financement des activités de soutien extra-financier, donc d'être là, présent, à l'écoute des besoins qui peuvent se présenter et d'essayer d'apporter plus que de l'argent, de trouver les bonnes personnes qui peuvent venir conseiller, venir soutenir et mettre en réseau. Et cette question de la mise en réseau, elle s'est fait de plus en plus prégnante de façon assez naturelle sur tous les sujets sur lesquels on travaillait, à la fois sur les questions de transition juste, sur les questions d'éducation, d'accès à l'école, en particulier donc avec École pour tous, en effet, qui nous a mis le pied à l'étrier du community organizing, sur les questions démocratiques et sur les questions migratoires, qui sont les principales spécialités de notre bureau. Et ce qu'il apparaissait, c'est que, encore une fois, ça n'avait plus aucun sens de travailler en silo, que tous ces sujets étaient mêlés et que ce qui unissait ces sujets, c'était le besoin d'avoir une approche systémique de long terme et tournée vraiment vers la confiance accordée aux partenaires financiers. Donc, on avait une vision programmatique, en quelques mots, sans vous rabâcher les oreilles. Cette vision programmatique, c'est faire en sorte que plusieurs partenaires puissent travailler ensemble avec des activités complémentaires, des postures parfois aussi différentes et complémentaires, et faire en sorte qu'une multitude de soutiens puissent ensemble, de façon consolidée, atteindre un objectif commun, avec chacun ses particularités, mais chacun sa place dans un tout plus global. C'est ce que nous, on a appelé ce qu'on appelle en interne notre vision programmatique. Cette vision programmatique, elle est puissante puisqu'elle permet aussi cette alliance d'acteurs qui est très présente dans le community organizing. Mais encore une fois, ce n'est pas du tout quelque chose qu'on avait conceptualisé. On s'en est aperçu. On s'est dit, là, il y a quelque chose de puissant qui est en train de se passer, qu'on n'avait peut-être pas imaginé au début et sur lequel il faut capitaliser et entretenir. Et donc se mettre beaucoup, assez naturellement, dans une posture d'écoute, savoir quels étaient les besoins, qu'est-ce qui se passait, où est-ce qu'on pouvait aller, et envisager des choses qu'on n'avait pas imaginées parce qu'on n'était pas tous ensemble autour de la table avant. Euh,
et dans une approche programmatique. Je vous mets dans le chat quelques éléments du Water System for, Water for System Change, excusez-moi, c'est un autre exemple que je vous donnerai après. Mais on a une pyramide qui nous permet de voir que on peut agir à différents niveaux. Et cette pyramide, elle est juste parfaite sur la question de la participation. C'est-à-dire que ça a tout son sens de vouloir à la fois, je vous invite à aller voir le lien, travailler sur des niveaux très explicites de changement, donc participer au changement des politiques, des pratiques, et puis des ressources, donc à la fois des finances, des ressources matérielles qui peuvent venir changer la situation au niveau d'une thématique. Après, il y a le niveau semi-explicite qui se situe au niveau des relations, des connexions et aussi des dynamiques de pouvoir. Donc, si vraiment on veut avoir un impact systémique qui va plus loin que simplement, ce qui est déjà pas mal, mais contribuer au changement des lois, des pratiques et des ressources disponibles, il faut adresser la question du power dynamics, et des connexions et des relations entre partenaires, mais aussi avec l'écosystème philanthropique. C'est-à-dire que tout forme un tout et on peut aller plus loin, mais réfléchir tous ensemble qui, à quelle place et peut contribuer à ce niveau aussi semi-explicite, au changement de ce niveau semi-explicite. Et puis, il y a le niveau implicite. Et là, on est dans les mental models, donc dans les modèles mentaux. Et c'est là où on touche du doigt vraiment le dur du changement systémique. Les mental models, sans la participation des premiers et des premiers concernés, sans leur témoignage au niveau zéro, sans leur implication à deux niveaux, à la fois dans la stratégie qu'on est en train de dessiner sur une thématique, par exemple, et à la fois au niveau du type d'organisation qu'on soutient, il est quasiment impossible d'atteindre ce niveau de mental models si on ne met pas dans la boucle, dès le début, la voix et la connaissance et l'expertise des premières et des premières concernées. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement un avis, comme disait Ashraf, une consultation, c'est tout simplement la connaissance du sujet. Et cette connaissance du sujet, on ne peut pas la remplacer. On peut lire des choses, on peut se renseigner, on peut assister à des conférences, on peut rencontrer plein de gens. Quand on ne vit pas la situation, on ne peut pas, par définition, connaître les racines mêmes d'un problème. Et cette rencontre, elle est très puissante. Alors, ça veut dire aussi, j'anticipe peut-être sur les autres points, mais euh, qu'il faut se remettre en question. C'est-à-dire que là, ce dont cette personne, ce collectif me parle, c'est pas du tout ce que j'avais imaginé quand j'avais dessiné dans mon bureau une vision programmatique pour ce sujet-là. En réalité, le problème, il n'est pas là. On s'est trompé. Les hypothèses, elles étaient fausses. On change tout. Le problème, il est là. C'est eux qui nous le disent, c'est elles qui nous le disent. Et l'idée après, c'est de construire ensemble où est-ce qu'on peut justement chacun avoir sa place. Et cette notion de connexion entre organisations de première et premiers concernés, elle est très forte. Donc on dépasse aussi la question de la concurrence en disant ah bah voilà on finance un tel ou on finance un tel. Non, l'idée c'est que tous ensemble, et d'ailleurs on voit bien dans les propos d'Ashraf, c'est aussi un travail de communauté au pluriel, où chacun a son rôle, son combat, sa place, et se renvoie la balle de façon intelligente entre différents collectifs. Et ça, c'est puissant, parce que accompagner plusieurs projets dans un objectif global, ça permet de renforcer encore plus la complémentarité et le travail entre organisations de première et premiers concernés. Et si on parle d'impact du côté fondation, il est démultiplié. Il est démultiplié parce qu'il y a cette habitude de collaboration organique qui est extrêmement puissante et où on n'est pas là en tant que funder à dire allez, travailler ensemble, ce serait bien, etc. Ce qui ne marche pas et ce qui est quand même malheureusement assez souvent présent dans nos objectifs, mais on ne peut pas forcer les choses. Donc quand elles sont internalisées dès le départ, c'est extrêmement puissant. Merci à tous les deux pour ce que vous venez de partager. Voilà, c'était clé pour nous d'avoir enfin, de poser ce cadre-là de l'expérience vécue et la connaissance. Ce sont les premiers concernés qui l'ont et il faut remettre ça au cœur
au cœur de nos fonctionnements, de nos organisations, des relations, des décisions, de la co-construction. Et ça a été super bien partagé par vos deux exemples et vos deux vécus. Merci beaucoup pour ça. Vous venez de le dire là, vous venez de terminer aussi là-dessus en disant bah, ça part de, voilà, d'une conviction en fait. La question c'est pas pourquoi, c'est en fait pourquoi c'est pas déjà comme ça. Et donc dans la préparation, on s'est demandé en fait comment concrètement on avance pas à pas. On espère que là cette conversation, toutes les personnes qui sont présentes, elles vous donnent envie bah voilà de transformer d'une certaine façon vos pratiques. Et on s'est demandé voilà comment est-ce que concrètement on pouvait aller vers ça. Donc, à tous les deux, je vous pose la question. Est-ce que vous pouvez nous partager voilà, des retours d'expérience ou des exemples très concrets de comment est-ce qu'on s'engage dans cette voie-là, à la fois côté association, côté fondation, et puis dans la relation en fait qu'il y a entre nous. Allez, c'est parti. Ouais, je peux complètement essayer de vous partager des petites étapes concrètes. Moi, du coup, j'ai les deux casquettes, c'est-à-dire à la fois responsable associatif avec Destin Lié et je suis rentré dans le monde philanthropique il y a 2 ans. C'est mon travail quoi, à la Fondation européenne pour le climat. Donc, il y a des choses que je vois dans les deux aspects. Côté association, pour moi, il y a vraiment un enjeu sur à quel point. Je voyais une question dans le chat qui était sur le fait que la distinction premier concerné bénéficiaire pouvait paraître comme inutile. Je trouve que c'est un point vraiment intéressant parce que pour moi, la principale différence, c'est la participation et l'accès à la décision. Je vous donne un exemple. Lorsque une banque alimentaire, par exemple, distribue son service, ben, il y a des bénéficiaires, ils sont là et ils bénéficient du service, mais vu qu'ils n'ont pas accès, par exemple, aux structures décisionnelles, souvent il y a des sujets additionnels qui se posent au-delà du service. Moi, je le vois parce que je suis des assos qui sont sur la précarité alimentaire et il y a des questions, par exemple, de dignité qui se posent. Il y a des questions de choix et sélection des produits. Il y a des questions de la manière dont ces produits-là sont distribués. Il y a tout un tas de questions, en fait, qui dépassent le simple service qui est donné par une asso et qui est sur la question de la dignité plus largement. C'est pour ça que pour moi, c'est un sujet absolument fondamental et que pour moi, la distinction, au contraire, elle n'est pas du tout inutile parce qu'elle pose cette question-là en premier lieu. Et donc, moi, juste par exemple, pour les assos, un indicateur qui permet de savoir où on en est, c'est dans votre gouvernance, y a-t-il des personnes qui bénéficient du service? Et ça, c'est un point qui est très facile à identifier. Si jamais elles n'en font pas partie, ça veut dire qu'au mieux, vous faites de la consultation avec ces groupes, ce qui est déjà une bonne étape, et qu'au pire, elles ne sont pas du tout impliquées. Mais donc, je pense qu'une question intéressante à se poser, c'est pourquoi elles ne font pas partie de la gouvernance? Qu'est-ce qui bloque? Et dans la deuxième partie de la question du monsieur qui posait ce point, il y avait, qui je trouvais très pertinent, les conditions qui permettent aux premiers concernés de s'exprimer. Et pour moi, c'est un très bon point. Et c'est pour ça que j'en ai parlé, notamment lorsque nous, on était dans la difficulté. Il y a eu des conditions matérielles, des ressources matérielles qui sont venues sur la table, qui nous ont permis d'avoir des conditions propices au fait de monter une orga. Et très concrètement, ça voulait dire on pouvait recruter une personne parmi nous qui pouvait porter le projet en temps plein. Et ce qui change tout. Ça change absolument tout. Et sur ça, je veux aussi essayer de défaire un peu un cliché. Enfin, on se dit que pour les groupes de premiers concernés, vulnérables ou stabilisés, peu importe, la capacité d'absorption des fonds est plus petite. Donc on se dit ces groupes sont plus vulnérables et souvent moins structurés. Donc il faut les financer petits. C'est tout l'inverse. Et je dis ça parce qu'en fait, c'est comme une prophétie autoréalisatrice. Si ces groupes-là n'ont pas de ressources suffisantes pour vraiment se structurer, forcément, le risque d'échouer est plus grand. Et moi aussi, j'ai beaucoup entendu la partie, donc là, je bascule côté fondation, la partie, c'est plus risqué de financer ces organisations-là. Moi, si je prends la moyenne des organisations financées, le risque est présent pour toutes les assos. Le fait d'échouer un projet est existant pour toutes les assos. Et la question, et même là, pour moi, ça questionne même la partie comment on voit le travail philanthropique sur le fait de dire si une association n'est pas une entreprise,
Donc, si on n'a pas le retour sur investissement en année 1, ben, ça ne veut pas dire qu'on enlève ses billes et qu'on se retire du capital, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je ne vois pas comment on peut évaluer un projet dans le monde associatif en dessous de 3 ans. Je ne sais pas comment on fait. Donc, il y a aussi l'importance de la vision de long terme. Et donc là, c'est peut-être un aspect plus concret de côté fondation. Et donc, moi, c'est ça que j'ai expérimenté notamment. On a ouvert un programme quartier populaire, soutien au quartier populaire sur la transition écologique à la fondation. Se poser la question tout simplement de lorsqu'on a des opportunités de financer des assos, est-ce qu'elles sont portées par des premiers concernés ou est-ce qu'elles sont portées par des alliés pour toucher des bénéficiaires? Et un changement juste de cap là-dessus, en se disant, ah, faisons pour une fois confiance à des premiers concernés et essayons, testons, et peut-être qu'il va se passer des bonnes surprises. Donc, tester sur quelques exemples, quoi. Moi, j'ai l'impression que c'est une bonne première étape. Et je pose juste un dernier sujet parce qu'il me paraît super important. Et là aussi, à mon avis, c'est quelque chose qui est fondamental. Moi, quand je suis arrivé à la fois dans le monde des associations et dans le monde de la philanthropie, la chose qui m'a marqué, c'est l'endogamie dans ces espaces-là. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas déjà associer les premiers concernés à la structure de décision, mais on imagine encore plus rarement le fait qu'elles puissent être à côté de nous sur ces postes-là pour faire elles-mêmes le job. Et ça, pareil, je peux vous dire que ça change beaucoup de choses. Et il y a des forces des deux côtés. Il y a des forces super importantes côté allié et il y a des forces qui sont aussi importantes côté premier concerné lorsqu'elles sont elles-mêmes salariées dans ces espaces. Et moi, je le vois, il ne faut juste pas que la balle elle soit passée à chaque fois au collègue qui doit faire son recrutement, à l'autre collègue qui doit faire son recrutement. Chacun fait son recrutement dans son coin et on se retrouve à la fin en ayant recruté 10 personnes et il n'y a pas une personne première concernée. Non, c'est un sujet qu'il faut poser et c'est peut-être aussi une première étape pour changer ces pratiques-là. Oui, merci. C'est un point essentiel. Sur le comment, peut-être partager avec vous deux aspects. Donc, il y a l'aspect en tant que fondation à travers vraiment les dons qui sont opérés, ce qu'on appelle en bon français le grant making. Il y a à la fois le soutien des organisations, donc de première et premiers concernés. Donc, on ne va pas revenir là-dessus, mais en ayant cette relation de confiance et cette posture d'humilité. Et le deuxième point, vraiment en ce qui concerne la stratégie plutôt de la fondation, c'est trouver la juste place, justement, de participation des premières et premiers concernés. Donc nous, pour le partager de façon tout à fait ouverte avec vous, on est en train de tester en ce moment chez Porticus comment on le fait. C'est pas facile. On apprend, notamment à nos boards, à nos comités, on propose différentes options de quelque chose d'introductif, je dirais, pour pousser la porte et avoir par exemple un comité d'experts qui siège dans le comité d'allocation des dons, jusqu'à une participation totale et une lâcher prise totale du pouvoir en disant on n'a plus voix au chapitre, on laisse les experts de terrain décider. Donc il y a une gradation et il y a ce travail de pas à pas en interne qu'il est possible de faire, me semble-t-il, au sein d'une fondation avant de se dire ah mais non mais de toute façon ça passera pas. Je pense qu'il y a une partie d'audace où quand on le fait pas à pas, avec de l'engagement et de la conviction, on met un premier pas dans la porte sur des changements de pratique et une réflexion à mettre en place. Donc ça prend du temps, mais il faut oser et il faut trouver ce bon organe, ce bon niveau aussi d'implication, puisque tout le monde a ses contraintes et qu'on ne peut pas changer notre gouvernance du jour au lendemain sur ces questions-là. En tout cas, il me semble qu'on a un rôle à jouer pour proposer différentes options et pour donner à voir sur la puissance de cette approche. Et puis après, dans le secteur philanthropique, donc là je parlais plus des aspects opérationnels et stratégiques, et dans le secteur philanthropique, il me semble qu'on a aussi en tant que fondation un rôle à jouer, c'est le rôle que souhaite jouer aussi Racine, c'est comment mettre autour de la table différents acteurs, différentes fondations, pour être plus forts ensemble, donc c'est presque du funder organizing, mais être plus forts ensemble pour parler de ce changement des pratiques, de changement de posture, de façon de financer et de méthodologie peut-être à soutenir. Donc, il y a plusieurs initiatives qui se sont montées. Il y a le groupe SPOT, par exemple, dont on peut parler, qui est un rassemblement de plusieurs fondations sur comment changer les pratiques et y réfléchir de façon collective dans le champ de la transition juste. Il y a le collectif Racine, bien sûr, ici présent et représenté. Et puis, il y a cette initiative sur laquelle on travaille et qui devrait voir le jour d'ici juin 2025, qui est une fondation pour la démocratie, où on s'efforce depuis le début
d'avoir une approche la plus horizontale possible, qui ne sera jamais parfaite puisqu'on apprend. Et d'ailleurs, on apprend de chaque critique et on essaie à chaque fois de corriger le tir ou d'appuyer sur certains aspects voilà, dont on nous dit que ce serait bien de les développer. Mais donc à la fois avec des organisations de la société civile et des fondations. Donc c'est une initiative qui met sur un plan d'égalité associations et fondations pour réfléchir ensemble à un outil systémiques qui permettent à terme de financer des associations dans le champ de la lutte contre les discriminations, de la vitalité démocratique, du fait de réinventer des imaginaires aussi sur cette question démocratique. Bon, bref, en tout cas, en termes d'approche, c'est la vertu de l'expérimentation. C'est ce que dit Ashraf, c'est-à-dire qu'il faut essayer, il faut avoir ces espaces de discussion qui prennent du temps, qui ne permettent pas de sortir une fondation en 3 mois des placards, pour être clair. C'est un processus collaboratif. Il y a des frictions parce qu'on n'est jamais au niveau de ce qu'il faudrait être, surtout sur une thématique comme la démocratie. L'ambition, elle est naturellement forte dans sa construction compte tenu de la thématique. Mais on apprend. Donc je pense que cette posture d'humilité, cette posture apprenante et surtout d'échange permanent, de rencontres, j'ose le dire quand même, entre deux mondes, parce que c'est ce qui apparaît, elle est essentielle. Parce que sinon, on part chacun de notre côté avec des rancœurs et puis des obligations de l'autre. Mais faire ce pont, faire cette rencontre et maintenir cette relation, écouter les critiques, écouter les points positifs et prendre en compte vraiment le point de vue des premières et des premiers concernés dans la construction même d'une initiative, c'est un point qui est essentiel. Et je vois qu'il y a une question sur les aspects de gouvernance, évidemment, et surtout même cette question d'horizontalité et de partage du pouvoir, puisque c'est ça dont il s'agit, elle doit se refléter dans la gouvernance, avec des instances qui sont au service de la voix des premières et des premiers concernés et de leur expertise. Donc ça peut être, par exemple, un comité d'allocation des fonds totalement participatif où les financeurs ne sont pas présents. Et voilà, après, il existe différents comités. Il y a des comités stratégiques où peuvent évidemment être présentés les premiers et premiers concernés, voire exclusivement, pourquoi pas. Donc voilà, je pense qu'il y a différents niveaux de gouvernance où on peut travailler main dans la main intelligemment sur ces questions-là. Mais ça suppose un dialogue, ça suppose du temps. Et ce qui est difficile, c'est que sur toutes les thématiques, il y a l'urgence. Donc, il faut arriver à composer avec cette urgence d'agir et cette volonté d'avoir un résultat assez vite ensemble, et en même temps, ce temps de la concertation et ce temps de la découverte de nouvelles façons de travailler. Et c'est pas facile. Mais tant qu'on a ce dialogue, les choses peuvent avancer. Et ça a une vertu potentiellement, j'espère, d'exemple et d'entraînement vis-à-vis d'autres fondations et vis-à-vis du secteur en général sur une nouvelle façon peut-être de penser, de réfléchir ensemble et de travailler. Merci, merci beaucoup à tous les deux pour ce que vous venez de partager, à la fois dans les exemples concrets et puis dans la vision en fait plus large, plus long terme de ce que ça dit du travail philanthropique, de la relation qui peut exister entre les associations et le monde de la philanthropie pour donner cette voix, cette place, ce pouvoir aux premiers concernés. Donc merci beaucoup pour ces exemples. Si ça vous va, je vous propose qu'on passe au temps de questions, enfin plutôt de réponses aux questions qui sont posées par les personnes présentes. Euh, une question qui revient dans le, dans le chat là, ça a été sur les questions de gouvernance, donc gouvernance collégiale, gouvernance partagée, point d'interrogation, on ne sait pas. Est-ce que vous pouvez aller un cran plus loin peut-être sur cette question de la gouvernance? Comment est-ce que on met en place cette gouvernance plus partagée? Et on crée les conditions. C'est pas le tout de, je crois que c'est Ashraf, tu disais ça tout à l'heure, c'est pas le tout de, voilà, de le penser, mais après il faut aussi enfin, créer les conditions pour que les gens puissent s'exprimer. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Est-ce que vous avez d'autres exemples à nous partager? Et pour les personnes qui sont là, n'hésitez pas à continuer de poser les questions-réponses dans le chat. Pardon, pas dans le chat, dans la fenêtre de questions-réponses. Merci.
Je peux dire un mot là-dessus, Ashraf, si tu veux, après, sur des choses vraiment très techniques qu'on découvre. Euh, La question de la formation, en effet, elle est importante des deux côtés. C'est-à-dire sur des aspects de prise de parole, sur des aspects par exemple, expliquer ce que c'est que le fonctionnement d'un CA, un premier concerné, de même que des personnes des fondations sont formées sur des aspects d'antiracisme, de prise en compte des oppressions systémiques, donc de changement des postures, disons, enfin de changement de posture, oui, des deux côtés d'ailleurs, aussi sur des aspects de communication non violente, parce qu'on voit aussi qu'il y a des a priori très forts parfois sur les fondations et sur les funders, hein. On représente quand même bien souvent le capital privé. Donc, il y a aussi des barrières à faire tomber pour pouvoir avoir un alignement en termes de discussion, en termes de valeurs, du fait que peut-être qu'on vient de mondes différents, mais en tout cas, on s'aligne sur des choses qu'on reconnaît. On a des biais, on travaille dessus. Vous avez des attentes, on en a d'autres. Donc, je pense que cette question de la formation, de l'écoute, de l'explication du fonctionnement des instances aussi, elle est très importante. De même que la culture de l'oral est sans doute plus importante que la culture de l'écrit, la plupart du temps. Quand on veut que les personnes se sentent à l'aise pour s'exprimer, pour faire ressentir ce qu'elles veulent partager, etc., et ben parfois c'est beaucoup plus facile d'avoir une discussion bilatérale que de demander un email avec des 3 points les plus importants pour la personne. Voilà, il y a aussi cette culture-là qui est important de changer. Et puis le deuxième point, il y aura d'autres choses à dire, hein, mais c'est ce qui me vient à l'esprit. Le deuxième point, c'est sur les aspects de compensation financière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à des personnes qui travaillent soit dans des associations, soit en tant que citoyennes et citoyens, de dégager du temps gratuitement pour participer à une réflexion stratégique, pour faire partie une journée d'un comité d'allocation des fonds, de payer le billet de train, etc. C'est pas possible. Donc, il y a aussi l'horizontalité et la réelle prise en compte de la personne et de la parole de la personne, pardon, elle passe aussi par ça. Ça doit être une activité qui est euh, rémunérée, à minima défrayée, et ça permet aussi voilà, de permettre plus facilement cette participation dans des conditions de vie et puis des conditions de travail qui sont très souvent extrêmement exigeantes. Ashraf, je te laisse compléter. Oui, ben, aligné avec tout ce que tu viens de dire. Merci aussi beaucoup à toutes les personnes qui partagent des ressources dans le chat. J'ai vu Université populaire d'Atelier Carmonde, très bonnes ressources. Les travaux d'Organisez-vous, pareil. Université du Nou, pareil. Enfin voilà, je pense que c'est aussi important. Il y a plein de choses qui existent là-dessus. Euh, Peut-être sur des éléments à ajouter. Il y a souvent, du coup, dans ces processus-là, Charlotte, tu as commencé à en parler sur la partie urgence, la volonté d'aller vite. Et souvent, c'est le point le plus bloquant, quoi. C'est-à-dire, on ne veut pas trop se prendre la tête avec les difficultés et on veut pondre le truc, quoi. Et ça, je pense que c'est un peu ouais, l'aspect à éviter parce qu'il y a aussi une notion de pouvoir se rencontrer, se connaître, tisser des liens de confiance. C'est quelque chose qui est important quand même quand on veut faire des changements. Enfin, tout ne peut pas se faire dans du rapport de force permanent, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, pouvoir nouer ces liens de confiance et construire des choses ensemble, moi, ça me paraît important. Et je ne vois pas enfin, je ne vois pas ouais, de court-circuit à ça. Il n'y a que le temps qui le permet. Donc, moi, je trouve que c'est un aspect important. Sur la partie gouvernance, nous, comme on travaille en mode, c'est des organisations qui sont portées exclusivement par les premiers concernés. En fait, trouver la place ensuite des alliés, elle est un peu plus simple quand ça se fait dans ce sens-là. Et donc, du coup, pour le fond qu'on est en train de monter, on est en train d'avoir la discussion et des sessions de travail avec la Fondation de France qui est partie sur un mode de confiance, en fait, vraiment. Et donc là, la conversation qui est beaucoup plus simple, du coup, à avoir pour nous, c'est quelles sont les autres organisations de premiers concernés qu'on met autour de la table pour le construire ensemble. Et ce qui est quand même une partie assez peu commune, assez luxe d'une certaine manière, parce que du coup, on va être à 100% dans une gouvernance composée par différentes organisations qui ont des expériences vécues différentes, avec le soutien et l'appui d'acteurs alliés comme la Fondation de France.
notamment sur les parties administratives, etc. Et ça, quand même, je pense que dans l'approche, il y a quelque chose qui est en train de bouger chez ces acteurs-là. Euh, et qui, par ailleurs, j'ai l'impression d'ailleurs, bouge parfois plus vite dans ce monde-là que dans le monde associatif traditionnel, quoi. Donc, c'est pour ça, j'ai l'impression qu'il y a quand même un enjeu. Il y a des choses qui sont en train d'avancer. Et là, je vois, il y a encore 85 personnes ce matin pour assister à un sujet de cette sorte. C'est que vous êtes d'une certaine manière en grande majorité des convaincus par ces questions-là. Et je pense qu'un des enjeux prioritaires aussi sur pouvoir faire bouger des écosystèmes entiers sur cette question, c'est de pouvoir se savoir, c'est de pouvoir savoir que des personnes partagent cette vision-là, parce que parfois on peut être esselé à essayer de pousser cette vision. Charlotte, elle parlait d'organisation des funders. C'est un peu un enjeu, je trouve. Donc voilà. Et il y avait une question aussi super intéressante du coup sur les conditions. Euh, Charlotte a commencé à en parler sur la partie financière. C'est le cas pour les assos comme pour les fondations, je pense. Mais par exemple, si vous avez une structure de gouvernance où, je dis n'importe quoi, il y a 15 personnes et il y a une ou deux personnes premières concernées, en fait, par construction, vu qu'elles sont en minorité dans ce groupe, ça va être plus difficile pour elles, quoi qu'il. Donc, il y a aussi une question de, lorsqu'on ouvre la porte, à quel point est-ce qu'on juste on l'entrouvre pour que le courant d'air passe, ou à quel point c'est vraiment une porte ouverte d'accueil, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, les proportions dans les groupes, c'est aussi quelque chose d'important. Il y a des études sociologiques qui montrent, par exemple, que lorsque un groupe minorisé est en dessous de 30% d'un groupe, il a beaucoup de mal à faire changer les pratiques du groupe. Donc, c'est aussi des choses à adresser si vous voulez ouvrir la porte pour que ce soit vraiment une porte de co-construction pour de vrai, quoi. Et moi, pour l'avoir vécu d'ailleurs, hein, moi j'ai déjà été dans des gouvernances où j'étais souvent solo, avoir cette expérience vécue, etc. Et franchement, même si vous êtes à l'aise ou si vous n'êtes pas trop timide, ça reste difficile, honnêtement. Parce que souvent, vous prenez des positions qui sont un peu en contre-courant du reste du groupe. Voilà, il faut être bien accroché à son siège parfois pour le faire. Donc, quand on n'est pas autant en minorité dans ces groupes-là, c'est quand même plus simple. Je peux peut-être citer des initiatives qui seront des ressources pour vous, pour les personnes qui nous écoutent en termes d'initiatives collectives avec des gouvernances totalement partagées. Il y a bien sûr le Fund Action Assembly que vous pouvez regarder, qui est une initiative pionnière avec un fonds autogéré par des activistes européens. Il y a la Guerilla Foundation qui a un comité d'allocation entièrement composé de premiers concernés. Il y a aussi un fonds qui s'appelle le fonds Collective Abundance, qui est coporté par des activistes de justice climatique et antiraciste de différents pays d'Europe. Donc c'est vrai que ce sont des exemples qui sont majoritairement européens ou anglo-saxons et pas français. Donc là, l'idée, c'est qu'on ouvre la voie avec le travail qu'on fait, et Ashraf et moi, dans nos instances, pour une forme d'initiative participative avec voilà, des pas à faire de façon progressive, mais il est clair que dans le champ de la philanthropie en France, le travail commence. Le travail commence, mais quand on est tous alliés, il peut aller vite aussi en termes de conviction et en termes de résultats partagés. Et puis, je pense que ça, c'est aussi ce qui est intéressant, c'est que ce travail, il replace la rencontre au cœur de notre métier. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le process d'appel à projet, de rapports intermédiaires, de rapports finaux, à lire des choses qui finalement nous éloignent totalement du terrain. Je parle professionnel du mécénat, où finalement on est tous noyés dans la paperasse hein, des deux côtés. C'est quand même une réalité. Et on n'a plus ce temps pour la rencontre, ce qui est assez fou, puisque c'est sur la base d'une rencontre que se construit un partenariat, me semble-t-il. En tout cas, c'est essentiel, c'est beaucoup plus puissant que de recevoir une demande. Après, nos systèmes font que, eh ben voilà, il y a des appels à projets, on candidate, on reçoit, et donc on est tous pris dans un système qui finalement, des deux côtés, déshumanise pas mal la relation de fondation à partenaire financier. Et la participation a cette vertu de replacer l'humain au cœur de nos pratiques. Et c'est aussi beaucoup plus satisfaisant humainement en tant que professionnel d'avoir cette relation-là.
C'est important et je pense qu'on a tous aussi beaucoup de discussions en ce moment, à la fois au sein des fondations, entre associations, avec associations, etc., sur la question du soin, euh, sur la question de la santé mentale, qui est un vrai risque dans le secteur associatif. Il est méconnu, mais c'en est un aussi dans le secteur philanthropique. Et cette question du prendre soin, elle est naturellement très présente dans la relation qu'on peut avoir sous cette approche participative parce qu'il y a de l'écoute, parce qu'il y a de la prise en compte de besoins qui n'étaient pas forcément énoncés. Il y a cette confiance qui permet de libérer la parole sur des difficultés qui peuvent être rencontrées. Et donc, c'est une relation partenariale qui est beaucoup plus fructueuse et beaucoup plus transparente et honnête des deux côtés, y compris dans des moments de difficulté où là, en fait, on a vraiment besoin de travailler main dans la main entre alliés et d'aller trouver des ressources aussi auprès d'autres partenaires, d'autres collectifs et cette notion très forte d'entraide, de soutien, de s'épauler sur les questions de community organizing, elle est forte. Mais je trouve qu'elle est aussi très forte dans la relation qu'on peut avoir en tant que fondation avec les personnes voilà, qu'on écoute, qu'on accompagne et qu'on essaie de soutenir au-delà du soutien financier. Merci beaucoup à tous les deux, c'est passionnant. Vous avez tous les deux mentionné l'importance en fait, de tester. Et il y a une des questions qui est intéressante, puisque quand on teste, ben voilà, parfois ça fonctionne et c'est génial, ça ouvre la voie de nouveaux fonctionnements, et parfois ça marche pas. Mais dans tous les cas, on apprend des choses de ça. Donc, est-ce que vous avez tous les deux des exemples d'échecs apprenants, de choses qui n'ont pas fonctionné, et qu'est-ce que vous en avez retiré? Peut-être partager une anecdote, moi, qui m'est arrivée à titre personnel dans mon métier. En ce moment, j'accompagne un collectif de terrain qui est très, comme on dit, grassroots, avec cette exigence de l'horizontalité totale, d'un rapport de pouvoir équilibré. Donc ça, ce sont des principes que je connais d'un point de vue conceptuel et que j'ai un petit peu pratiqué par les différents projets qu'on a accompagnés. Néanmoins, un exemple, quand j'ai un appel avec eux, alors déjà, je ne fixe pas la date. On fixe la date ensemble en fonction de leurs besoins. Donc, ça peut être parfois silence radio pendant 6 mois et puis après, 3 appels en l'espace de 2 mois. Mais j'ai jamais la même personne en visio ou c'est essentiellement en visio puisque c'est dans des coins éparpillés en France. Mais j'ai jamais la même personne et je sais jamais à qui je vais parler. Et je trouve ça intéressant parce que ça permet, côté organisation, d'assurer une continuité de la connaissance, du suivi du projet, des interrogations et donc voilà, enfin, du partage d'informations en interne. Et moi, ça me met dans une posture aussi d'humilité et d'écoute, puisqu'à chaque fois, je rencontre une nouvelle personne même si voilà, il s'agit toujours d'un sujet en continuité. Euh, mais le rapport est totalement inversé et finalement, je trouve ça formidable. Et c'est assez audacieux, je trouve, de la part d'une association qui pourrait se dire, attention, on a un appel avec le financeur, on met le responsable financier dans la boucle, etc., ce qui est généralement le réflexe. Et en fait, on a des discussions qui sont 50 fois plus fructueuses, avec des angles d'attaque qui sont différents d'une personne à l'autre, mais une vision partagée. Donc, c'est très puissant pour avoir une vision globale de l'avancée du projet et des sujets qu'on peut pressentir en parlant à différentes personnes. Ouais, et peut-être moi pour vous donner un exemple, et ça rejoint une deuxième question que je trouvais aussi intéressante sur comment on gère l'approche premier concerné vulnérable et premier concerné stabilisé, qui est un vrai sujet, qui est pas du tout qui est plus la même. Moi par exemple aujourd'hui je suis stabilisé, j'ai un contrat, j'ai un travail, j'ai un logement, voilà quoi, là je suis stable. Et ce qui est une différence de situation qu'il ne faut pas invisibiliser parce que sinon c'est les vulnérables qui trinquent quoi. Nous, enfin, on avait un programme pilote qu'on voulait mettre en place, qu'on voulait essayer de tirer comme fil, c'était de voir si c'était possible pour des étudiants précaires, et notamment, par exemple, des étudiants qui sont étrangers, des étudiants qui viennent de quartiers populaires, etc., qui habitent dans des crous,
et qui sont du coup en grande précarité. Il y en a pas mal qui doivent aller dans des files alimentaires pour se nourrir, etc. Enfin, c'est très précaire. On s'est posé la question de comment on gérait justement cette distinction. Nous, on a été dans leur situation il y a quelques années, mais on ne l'est plus maintenant. C'est encore frais, mais c'est quand même plus le cas. Donc, c'est quand même une distinction forte qu'on essaie de faire. Et donc, je vous donne un exemple. Nous, ce qu'on avait comme méthodologie d'action, c'est qu'on allait sur le terrain, on allait faire des porte-à-porte. Les porte-à-porte nous amenaient, parce que ces personnes-là ne sont touchées par aucune organisation. Il n'y a personne, ni les syndicats, ni les assos traditionnels, enfin, personne ne les touche. Donc, porte-à-porte oblige pour les fédérer. On rentre par un dîner social parce qu'en fait, nous, on pensait aller gérer la question de la précarité et on s'est retrouvé du coup à être complètement à côté de la plaque alors qu'on était dans leur situation il y a 3 4 ans, hein. C'est pour vous dire à quel point c'est des mondes d'écart. On s'est rendu compte qu'en vrai, le sujet qu'on devait adresser en premier n'était pas directement la précarité, mais la solitude dans la précarité, qui est encore autre chose. Et donc, on s'est rendu compte que quand on toquait aux portes et quand on avait les discussions, les étudiants précaires, étrangers, etc., nous disaient, en fait, nous, le sujet, c'est qu'on est seul, quoi. On galère, mais en plus, on est seul. Et pour vous dire l'absurdité dans laquelle c'est que sur une résidence où il y a 200 personnes, les gens ne connaissent même pas leurs voisins de palier, quoi. Donc, il ne peut même pas y avoir de la solidarité dans cette galère, d'une certaine manière. Et donc, on a dû repositionner notre travail sur le fait non plus d'être seulement sur la partie précarité en tant que telle, et essayer de formuler des propositions, les fédérer autour de ça, etc., qui puissent formuler eux-mêmes ce dont ils ont besoin, mais sur la partie solitude. Et donc, on est passé d'une dynamique de campagne, on va dire, à une dynamique de dîners sociaux. Et donc, l'idée, c'était de dire, bah, on organise des dîners sociaux dans les Crous, où le premier objectif, notre objectif principal, c'était que ces premiers concernés-là se rencontrent. C'est pour ça à quel point on peut faire bouger des programmes ou des choses alors qu'on a l'impression qu'on est aux prises avec ces sujets-là. Donc, imaginez quand il n'y a pas l'expérience vécue. C'est pour ça que c'est même pas une tare ou c'est même pas une critique, c'est vraiment quelque chose juste de factuel qui permet d'être au plus proche de ce qui existe. Et le deuxième volet de ça, c'est que il y a des choses qu'on oublie vite lorsqu'on est premier concerné vulnérable. En fait, il y a un travail d'infrastructure parfois qu'on ne peut pas faire parce qu'on est super concentré sur l'urgence. Et donc là, par exemple, c'est notre rôle en tant que premier concerné stabilisé, nous-mêmes de nous mettre au service de celles et ceux qui sont vulnérables pour travailler sur l'infrastructure. Donc toute la partie vraiment travail de fond, etc., sur euh, construire un espace qui permette de les inclure complètement pour qu'ils puissent construire cet espace-là avec nous, c'est quelque chose qui est important. Donc c'est aussi comme ça qu'on se partage certaines distinctions d'action. Et c'est pour ça que, par exemple, nous, les stabilisés, on ne décide plus sur les campagnes qu'on porte. C'est les vulnérables qui décident. Et par contre, on a un travail spécifique sur la partie infrastructure. Donc, par exemple, sur le fait de monter ce fonds, sur le fait d'avoir les discussions sur la gouvernance, de mettre du temps là-dessus, d'aller voir les aspects administratifs et juridiques, etc., etc. Et cetera. Et la deuxième partie va être la gouvernance en tant que telle, qui va être portée par des premiers concernés en majorité vulnérables. Voilà, c'est aussi comme ça qu'on rentre aussi dans la granularité et la précision de ce qu'on a besoin de faire pour être sûr d'adresser ces questions-là et pour dire aussi, et c'est pour ça, Charlotte parlait de la posture d'humilité, nous-mêmes, on est sommé de l'avoir d'une certaine manière. Parce que même quand on passe du premier groupe au deuxième, en fait, il y a des choses qu'on perd en route, forcément. Et donc, de se dire, nous-mêmes, il y a des choses qu'on fait pas bien, quoi. Et on est obligé de réévaluer à chaque fois ce qu'on fait. Donc voilà. Merci. On a mentionné tout à l'heure les alliés. Est-ce que, peut-être en particulier Ashraf, mais Charlotte, n'hésite pas à compléter si tu as des choses à partager là-dessus aussi. Euh, sur ce rôle des alliés, enfin, quel peut être le rôle de ces alliés? Et il y avait une question aussi de comment, justement, à certains endroits, convaincre les alliés de partir peut-être des espaces de décision. Voilà, est-ce que tu as des choses à nous partager là-dessus? Ouais, sur le rôle des alliés, en fait, pour moi, bon, déjà, il y a ce que je disais sur la partie temps et la partie relation de confiance. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter et
et qu'il n'y a que le temps qui le permet d'une certaine manière. Donc, je pense que c'est un point important. On est arrivé avec Porticus à pouvoir aller sur cette question-là, notamment parce que Lucie nous suivait depuis longtemps. Et que lorsqu'elle a identifié cette difficulté dans laquelle on était, en fait, le fait d'activer, c'était plus rapide. Et même nous, on ne s'est pas dit, ah, c'est bizarre qu'un financeur vienne en nous disant, parce qu'il y a ce sujet-là, hein, pour les premiers concernés, il y a de la méfiance hein, des fois, hein, sur le fait de dire, il y a des financeurs qui viennent, on ne sait pas ce qu'ils veulent, on ne sait pas quelle est leur intention, enfin, tellement on connaît pas ces espaces. Moi, pour vous dire, il y a 3 ans, le monde des fondations, je sais absolument pas ce que c'était, hein. On a toujours agissant d'une certaine manière. Donc voilà, donc il y a cette question de relation de confiance. Et pour moi, la mission principale des alliés, c'est de se dire comment je peux me mettre au service d'eux. Et ça, lorsqu'on essaie de répondre à cette question, bah forcément, ça veut dire qu'on n'a pas la réponse tout seul. Et donc, ça veut dire qu'il faut poser la question. Et donc, c'est là où c'est intéressant d'avoir la question de la conversation avec le premier concerné sur comment je peux vous être utile. Je vous donne un exemple. On est en train justement d'aller creuser cette partie fracture, quartier populaire, milieux ruraux et entre groupes de premiers concernés. Et on rêve de monter cette étude sociologique parce que c'est un fait de l'avoir par l'expérientiel, mais c'est encore comme les savoirs expérientiels ne sont pas forcément reconnus, il faut se dire les choses, c'est pas reconnu. Il y a quelques convaincus qui se disent oui, c'est important, mais structurellement, c'est pas reconnu. Et souvent, les fondations, elles payent des think tanks, des études, de l'IFOP, machin, pour aller objectiver des choses. Donc, nous, ce qu'on se dit, c'est OK, c'est pas reconnu. Ben, est-ce que nous, on est en capacité nous-mêmes de porter une étude socio qui va le montrer? Porté par nous, piloté par nous, avec nos orientations et avec même des sociologues qui sont convaincus par notre approche et qui le font même dans leur approche sociologique à eux. Marwan Mohamed, moi, c'est pour ça que je l'admire, hein, c'est un sociologue qui construit de la pensée à partir des premiers concernés. C'est-à-dire, c'est le terrain d'abord qui remonte en termes de pensée et pas l'inverse. Et ça change tout. Et donc, du coup, par exemple, la personne qui est partante pour nous soutenir financièrement sur ce projet-là, c'était une posture super intéressante parce j'ai eu un échange de 3 heures avec cette personne, puis un deuxième échange de 3 heures avec cette personne. Et puis, l'échange s'est conclu par le fait de dire, en me posant la question, vous avez besoin de quoi? Moi, ce que je dis, c'est ce qu'on a identifié, c'est on a besoin d'objectiver ça par les sciences sociales. Et on a besoin, du coup, de financer cette étude. Et cet allié-là me dit, ben, c'est parti, et moi, je ne demande rien en retour. Je suis curieux par ce qui va se passer, donc si vous pouvez me partager les réflexions, là où vous en êtes, etc. Et nous, on est toujours preneurs de faire ça, hein. C'est jamais. Si vous pouvez nous les partager, c'est bien. Mais je ne demande pas d'être dans les cercles de décision, je ne demande pas d'être dans les cercles de pouvoir, de comment se construit le truc, etc. etc. Bon, bah ça change tout, en vrai. Et nous, on peut penser de façon plus sereine à plutôt comment on embarque ceux qui sont les plus loin et ceux qui sont vraiment en dehors de ces cercles. Donc, ceux qui sont les plus éloignés, les plus vulnérables, ceux pour qui c'est vraiment dur de même pouvoir dégager ce temps parce que c'est l'urgence tout le temps, quoi. Merci, Juste un Ashraf. mot, Joséphine, là-dessus. Vas-y, Charles. Merci. C'est ce lien avec la recherche. Je pense que c'est. Merci Ashraf d'en avoir parlé parce il est vraiment essentiel. Là-dessus, on a encore du travail à faire, clairement. Mais c'est souvent, nous, un axe qu'on défend, en particulier lorsqu'on s'attaque, si j'ose dire, à des sujets délicats. C'est-à-dire sur lesquels on a, par exemple, du mal à convaincre d'autres financeurs d'aller, comme migration, comme de façon transversale participation, comme la question de démocratie aussi qui fait peur parce que les gens pensent que c'est associé à des sujets idéologiques et politiques, enfin partisans plutôt. Donc la question de la recherche, elle a une double vertu. C'est à la fois objectiver en effet tous ces savoirs, ces processus et réfléchir ensemble de façon, je dirais, neutre et documentée au sujet, en dépassant l'émotionnel. Et elle permet aussi de rassurer sur des sujets qui font peur. Et ça, c'est un angle d'attaque qui me semble essentiel et sur lequel je pense qu'en tant que fondation, on peut agir en effet en travaillant main dans la main avec des chercheurs, en finançant des études et des études appliquées, intéressantes, nouvelles, un peu malignes, qui puissent être disséminées au plus grand nombre. Donc ce lien avec la recherche, il est vraiment important. Et puis il y a juste une chose que je n'ai pas mentionnée qui me semble importante, c'est la relation au local, à l'ultra-local. Et parfois, donc en effet, au niveau des quartiers, au niveau des collectifs extrêmement donc, ce que j'appelle ultra locaux. Et c'est l'avantage de la pratique de la participation, c'est qu'elle nous permet aussi d'identifier des groupes, des collectifs, des initiatives ultra-locales qu'on n'aurait jamais identifiées
sans avoir cette relation de confiance avec un collectif qui nous dit, ah, mais il faut que je vous parle de tel collectif, et puis un tel, etc. Et donc, ça nous permet intelligemment de sourcer des projets ultra pertinents qui clairement ne comptaient pas participer à un appel à projet, n'ont parfois même pas d'ordinateur au sein de l'association, etc. Donc, ça permet aussi de ne financer ceux qui ne sont pas financés et qui ne se manifesteraient pas, faute de temps, de moyens, de culture, de la pratique philanthropique. Et ça me paraît essentiel. Merci. Joséphine, si je peux rajouter un tout petit mot, c'est parce que Charlotte, à chaque fois qu'elle ajoute un point, ça me fait penser à des points que j'ai zappés. Vas-y. Mais juste un point, parce que c'est pareil, c'est très concret. Donc, pour les fondations qui sont dans la pièce, je pense que c'est un point intéressant. Euh, un aspect qui est intéressant là-dessus, c'est les barrières à l'entrée pour être financé. Tu as totalement raison, Charlotte. Nous, c'est pour ça qu'on monte un fonds participatif. C'est aussi avec le constat de se dire, il n'y a qu'un petit groupe d'assos qui est financé. Il y a une stat, je sais plus de combien elle est, mais elle est choquante sur la part des assos qui prennent, je ne sais pas combien de parts de financement, en se disant, bon, bah, si on monte un fonds participatif, ça va permettre d'aller sourcer des organisations locales qui ne seraient jamais rentrées dans ces circuits pour les soutenir. Donc, en ayant une démarche de solidarité vis-à-vis de la levée de fonds, quoi. Et c'est un peu ça aussi le but qu'on a avec Destin Lié. Et du coup, le deuxième aspect à ça, c'est que il y a rien que dans les méthodes d'appel à projet ou de candidature au projet des fondations et de reporting, etc., c'est tellement compliqué pour des organisations et des gens qui galèrent sur le terrain de les remplir qu'en fait, de base, c'est comme si le terrain de football était en super altitude à 5 000 mètres pour des gens qui ont de l'asthme, quoi. C'est un peu ça. Et c'est pour ça que pour moi, c'est un vrai sujet, à la fois sur le fait d'alléger les documents de demande de financement, parce qu'en vrai, ça ne se passe jamais comme ce qui est écrit dans le dossier, de toute façon. Et donc, s'il n'y a pas la confiance, de toute façon, bah, ça ne sert à rien de le faire. La partie reporting, en fait, il y a des fondations qui ont bougé là-dessus, sur le fait même d'avoir des reportings oraux, d'avoir des conversations plus régulières, mais qui permettent d'aller dans le fond de ce qui se passe bien et aussi de ce qui se passe mal, parce que ça rend plus humble là-dessus aussi. L'ancrer dans un papier, c'est compliqué parce que souvent, on n'a pas envie de rentrer dans comment ça va être interprété, etc., etc. Alors qu'avec la conversation, c'est beaucoup plus simple pour se dire, bon, ça, on est en galère, ça marche pas, etc. Et d'avoir la conversation de confiance sur toi, t'en penses quoi? Tu penses que ça peut bouger comment? Tu as un regard extérieur, tu conseillerais quoi? Et puis, on ajuste sur le terrain. Voilà, j'ai l'impression aussi que rien que dans les mécanismes, il y a des choses à penser pour rendre la chose plus accessible. Donc voilà. Merci, merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui partagent aussi plein de ressources la conversation. Là, c'est hyper riche. J'ai peut-être une dernière question avant qu'on passe à la conclusion. Charlotte, tout à l'heure, t'as mentionné que ben, voilà, ces démarches, ces approches, elles invitaient à se remettre en question. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Ashraf, c'est aussi quelque chose que tu partagé, en fait, aussi côté association. Donc, est-ce que sur voilà, comment est-ce que ça vient remettre en question des pratiques? Qu'est-ce que ça vient ouais, faire bouger aussi à titre individuel? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus? Oui. Écoutez, il y a des choses qui se sont faites de façon assez naturelle, donc que j'ai vécu par l'expérience. Hein, encore une fois, c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure, de ne pas parler toujours à la même personne, etc. C'est des choses qu'on découvre, donc assez naturellement, il faut se mettre dans cette posture d'humilité et d'écoute. Ça me paraît vraiment être le mot-clé. Écoute, écoute, écoute. Humilité et changement de posture, mais c'est des choses que j'ai déjà mentionnées, donc je ne veux peut-être pas réinsister là-dessus, mais vraiment se mettre dans la position de quelqu'un qui apprend de la personne plutôt que voilà, d'imposer ce rapport inverse en disant, écoutez, nous, voilà, nos objectifs, c'est ça au sein de la fondation. Est-ce que vous pourriez développer quelque chose en adéquation avec un de ces objectifs, etc. On voit bien que ces discussions, elles sont passées parce que déjà parfois nos objectifs, ils sont à côté de la plaque parce qu'on n'a pas pris en compte justement la parole des premiers concernés. Euh, et donc, euh, et donc l'idée, c'est vraiment d'être dans cette posture d'écoute, d'être dans cette posture apprenante. Il y a des difficultés claires à surmonter qui sont pas faciles
sur la question des discriminations, sur la question des postures liées à l'oppression systémique. On a beau faire de son mieux, on a beau suivre aussi des formations, et je le recommande vivement parce que c'est assez puissant. On a en soi des préjugés, on a en soi des pratiques qui sont inhérentes à notre éducation, voilà, à notre parcours. Et donc, c'est bien de travailler là-dessus, c'est important d'ailleurs. Enfin, ça a des résonances aussi à titre personnel, hein, mais c'est vraiment, je pense qu'il ne faut pas hésiter à se former, à dire quand on n'est pas à l'aise avec certaines choses, parce qu'il y a aussi des propos qui peuvent être parfois ultra radicaux. Et donc parfois, voilà, on a pu l'expérimenter dans ce processus contributif pour créer la Fondation pour la démocratie, qu'on peut en tant qu'être humain vivre comme étant assez injuste, en se disant je fais mon maximum, j'essaie de me mettre dans cette posture apprenante, etc., mais je ne suis pas encore au niveau et j'ai encore certainement des préjugés qui s'expriment maladroitement. Donc, je pense qu'il faut tout simplement travailler sur soi et puis maintenir, voilà, maintenir ce dialogue et apprendre en se formant. Et puis, je pense qu'en tant que, voilà, en tant qu'être humain, quand on est le plus droit dans ses bottes et le plus volontaire pour apprendre, pour grandir dans sa pratique, bon, les choses se passent, je pense, dans une construction mutuelle positive. Mais c'est pas évident et il y a des moments de remise en question qui sont pas évidents. Donc il faut se faire accompagner sur ces questions-là et il faut partager ses doutes, je pense. Merci, merci Charlotte. Ashraf, je te laisse compléter juste après si tu veux dire un truc. J'ai oublié, il y avait une question dans le chat justement sur cette question de la formation. Charlotte, si tu as des recommandations de formation que tu as suivies qui te semblent intéressantes, est-ce que tu peux les partager? Oui, je les partagerai avec l'autorisation des personnes et ça passera par le groupe Racine. Parfait. Ashraf, vas-y. Ouais, sur la partie remise en question. Déjà, je trouve que vous avez une richesse qui est l'existence de ce groupe pour se partager ces éléments-là. Déjà, c'est une force incroyable, hein. Pour vous dire le niveau de complexité, c'est que même parmi les premiers concernés, ces groupes-là comme ça n'existent pas, hein. C'est pour vous dire à quel point on est en défaillance structurelle, quoi. Rien que ça. Par exemple, pour se partager les difficultés qu'on a lorsque on est dans des relations compliquées avec des fondations. Par exemple, c'est pour vous dire à quel point le décentrage, il est important aussi. Euh, et du coup, forcément, quand ces groupes-là se retrouvent dans des espaces de pouvoir où il y a des oppressions de système, parce que c'est inhérent à la constitution de ce groupe de pouvoir, forcément, il y a des choses qui peuvent être désagréables parce que c'est encore être exposé à des formes d'oppression. Encore. Et donc, forcément, que c'est il y a une phrase de Louisa Yousfi, moi, que j'adore, que je répète tout le temps parce que je trouve qu'elle est très, très pertinente. C'est que elle dit, dans son livre Rester barbare, elle dit les traits d'union sont des caches-misères. Et pour moi, c'est une phrase très importante parce que là, vous voyez, moi, je vous parle de ces sujets-là avec une forme constructive, etc., parce que je crois aussi à la partie constructive. Mais forcément, il y a des personnes pour qui, en fait, l'oppression est tellement forte que ça ne sort que par une forme de violence aussi. Et ça, je pense qu'il faut être aussi en capacité de l'accepter dans ces espaces, parce qu'en fait, la violence avec laquelle ces sujets-là sont exprimés ne sont jamais égales à celle qui est subie. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il y a aussi cette question-là. Et je veux aussi partager la partie gratifiante de ce travail-là, parce que pour l'avoir vécu, moi, à la Fondation européenne pour le climat, là où je travaille maintenant, lorsqu'on a mis en place ce travail sur les quartiers populaires, il y avait du coup évidemment beaucoup d'acteurs, d'alliés qui travaillent sur la question des quartiers populaires, mais on a pris en parti de soutenir que des groupes de premiers concernés. Il y avait une question, par exemple, sur banlieue climat dans l'organisation, ça a été lancé notamment via ce soutien. Forcément, il y a des choses qui peuvent naître de ces soutiens-là qui sont juste extraordinaires en termes de force de frappe. C'est le cas avec Banlieue Climat, c'est le cas avec GetUp, c'est le cas avec Front de Mer, c'est le cas avec Alda dans le Pays Basque. Enfin, il y a des projets qui n'auraient pas pu naître et qui ont une force de frappe qu'on n'aurait pas pu anticiper, tant en termes médiatiques que sur le terrain, qui est aussi une, entre guillemets, un tampon sur le fait de dire oui, c'est une approche qui est importante à mettre en place. Et de toute façon, pour moi, c'est une approche importante qui est à mettre en place parce que, quoi qu'il advienne, elle est toujours minoritaire dans la part qui est financée. Et moi, un travail que je trouve intéressant pour les fondations, lorsqu'on ouvre le portefeuille des associations financées, c'est intéressant d'aller creuser
la part des associations portées par des alliés et la part des associations portées par des premiers concernés eux-mêmes. Vous allez voir que la part, de toute façon, est infinitésimale pour le deuxième groupe. Donc, rien que le fait, pour voir vraiment si ça fonctionne, d'augmenter cette part-là, je le voyais aussi dans un autre des commentaires que je trouvais très pertinent, je trouve que c'est important. Voilà, moi, c'est juste ça mon point. Et forcément, sur la remise en question, du coup, elle se fait de toute façon de toutes parts. Pour vous dire, hein, même côté premier concerné, je vais vous dire, il y a des conversations dans lesquelles je suis, qui est quel est le niveau de radicalité dans lequel on rentre dans ces espaces. C'est jamais des conversations compliquées, parce qu'il y a toujours la peur d'être des cache-misères. Parce qu'il y a toujours des gens qui galèrent plus que nous. Moi, si c'est moi qui parle aujourd'hui devant vous, c'est parce qu'il y a d'autres qui ne parlent pas et qui n'exprimeraient sûrement pas comme moi je l'exprime, ce que je suis en train de vous partager. Donc, il y a de la remise en question beaucoup du côté des premiers concernés. Et si on peut la matcher côté fondation et côté allié, etc., ben, ça ne peut que faire avancer le sujet et pour avoir des résultats encore meilleurs, des liens de confiance encore meilleurs et sortir même de l'endogamie qui existe dans ces espaces-là et qui, pour moi, est un gros frein au fait d'avoir des résultats. Et c'est vu dans tous les espaces et dans tous les secteurs. Donc, ça marche aussi pour le monde philanthropique et le soutien aux acteurs de l'ESS ou du monde associatif, quoi. Mais je veux vraiment dire encore une fois que le groupe que vous avez là, je pense qu'il est vraiment important, que je pressens que vous êtes une majorité de convaincus et que du coup, quand on est des convaincus sur ces questions-là, il y a l'enjeu aussi de porter ce bâton de parole-là dans vos espaces parce que c'est comme ça que ça bouge, quoi. Merci beaucoup, Ashraf. Merci beaucoup, Charlotte. Merci pour cette conversation vraiment passionnante. Il est 31, donc on va s'arrêter là. Merci d'avoir posé une vision qui donne beaucoup d'espoir et qui replace aussi le rôle de la philanthropie et des associations au cœur des changements qu'on a envie de voir dans la société. Merci d'avoir posé la responsabilité aussi et du côté des philanthropes, des fondations, des mécènes et du côté des associations de soutenir la, la place des premiers concernés dans les décisions, dans la production, dans le portage aussi de ces projets et la place qu'on leur laisse. Merci d'avoir mis cette question de la rencontre, de l'écoute, de l'humain, du soin au cœur, en fait, au cœur du sujet et de nos métiers respectifs. Et merci Ashraf d'avoir fait une excellente transition aussi sur le rôle, enfin le collectif, là, notre collectif et la suite. On vous prépare voilà, plein de choses pour 2025. L'équipe Cœur et voilà, l'équipe Racine au sens large vous partagera, enfin, on vous partagera les projets pour 2025 rapidement. D'ici là, on vous souhaite une belle fête de fin d'année, pardon. On se retrouve à la rentrée. Merci d'avoir été là en cette période chargée. Suivez la page LinkedIn pour être au courant des actualités de Racine. Et merci à Amélia aussi qui nous a beaucoup aidé dans la préparation et la coordination de ce webinaire. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt. Merci. Merci.